Merci. Merci surtout pour votre invitation et m'avoir donné l'occasion de partager avec vous quelques réflexions sur les humanités numériques, surtout que je ne me sens pas du tout compétent d'en parler beaucoup parce que je les pratique, si j'ose dire, très peu. Par contre, ce que je vous propose, c'est un regard un peu abstrait, surtout qui va toucher à trois éléments, je dirais, autour à la fois du statut actuel presque institutionnel, si j'ose dire, des humanités numériques, et le second, qui sera peut-être, je crois que j'ai 20 minutes, c'est ça? Ouais. Le second qui touchera un petit peu à l'histoire qu'on s'est construit pour raconter l'émergence, les origines, les débuts des humanités numériques et quelques orientations. Il me semble qu'aujourd'hui, peut-être deux mots représentent d'une manière assez puissante le statut des humanités numériques. On va y revenir un petit peu sur l'intitulé même des humanités numériques. Et pour moi, ces deux mots sont quête et enquête. Il y a d'un côté une certaine quête d'une identité institutionnelle qui fait problème parce qu'elle est à la fois située à travers et au-delà des disciplines spécifiques, et qui va toucher aux méthodes, aux genèses et surtout à la généalogie de certaines des grandes disciplines des sciences humaines et sociales, et une enquête à la fois qui touche sur ce que c'est que faire des humanités numériques aujourd'hui. On a plusieurs écoles qui se sont manifestées pour rester, disons, exclusivement dans le monde francophone, les polémiques qu'on connaît autour de l'humanité digitale, l'humanité numérique, les conflits entre les tensions, disons, entre les manifestes différents, que ce soit du côté de la Suisse, de Lausanne, que ce soit du côté de Paris, et ainsi de suite. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est essayer de voir, surtout dans un contexte qui est à la fois nord-américain et surtout anglophone et français francophone, c'est l'intitulé même des humanités numériques qui implique à mon sens la disparition du mot science qui a été associé depuis un certain temps avec les sciences dites sociales et humaines, les SHS. Que se passe-t-il quand on a cette modification, cette mutation où on accepte pour désigner malgré tout les combats qu'on connaît tous d'une manière ou d'une autre, ce qui fait en partie les héritages de notre travail et de nos disciplines, pour s'assurer d'un certain statut soi-disant scientifique. Et aujourd'hui, on accepte de le faire disparaître au profit du mot numérique. Il me semble qu'il y a des questions qui se posent effectivement pour essayer de comprendre quels sont les enjeux associés à cette mutation de désignation de vocabulaire. Il me semble aussi qu'elle touche au statut des humanités dans le sens français du terme, qui reste à déterminer parce qu'il y a des traditions non pas nécessairement conflictuelles, mais en tout cas diverses et variées, et humanities dans le sens anglophone et surtout américain, qui est très très différent. Moi j'ai eu la chance, et le hasard a fait ça, que j'avais enseigné pendant 10 ans dans un département à Johns Hopkins qui s'appelait Humanities Center, et qui n'était pas un centre de fellows, mais qui était un département comme les autres, et qui a accueilli des gens dans des disciplines très très différentes, et je crois que c'était l'un des premiers qui a été fondé dans les débuts des années 50, selon le modèle particulier de cette institution. Mais pour revenir à cette désignation, il me semble qu'il y a deux questions qui se posent. C'est tout d'abord, il nous faut penser la mutation de l'informatique vers le numérique, ses implications, ses conséquences pour les disciplines qui sont les nôtres. Et là, j'aimerais faire un parcours assez rapide avec vous, qui est mon parcours purement excentrique, si j'ose dire, et personnel, pour essayer de donner quelques éléments qui, pour moi, sont éclairants sur éventuellement de penser les humanités numériques. L'histoire qu'on s'est construite aujourd'hui dit qu'on a passé de humanities computing vers digital humanities. Après, on a des traductions différentes pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, à quel moment ça a eu lieu. Mais ce qui est curieux, c'est que les humanities computing ont une figure originelle, qui est celle du père Buza, qui a commencé à travailler sur l'œuvre Saint Thomas d'Aquin, et qui, après lui, il y a toute une série de travaux qui sont associés à la fois à la stylistique, à la linguistique computationnelle. Quant à moi, je conteste cette histoire pour deux raisons. Il me semble que c'est tout à fait important, essentiel, déterminant ce qui a été fait à l'époque par le père Buza, mais il me semble, pour les humanités numériques telles que je les comprends, il nous faut aller plus loin. Il nous faut aller au texte fondateur de l'informatique elle-même pour trouver les origines à la fois
des approches méthodologiques qui sont émergentes aujourd'hui et qui sont associées aux textes qui ont façonné ce que c'est que l'informatique. Et là, je crois qu'on a on a quatre en effet, mais on n'a pas le temps, je vais prendre trois, parce que c'est toujours les trois mousquetaires qui font une belle figure pour essayer de décrire ce qui se passe. Et ces trois mousquetaires, vous les connaissez probablement mieux que moi, sont Alan Turing, John von Neumann et Norbert Wiener. Et là, je crois, il me semble, il faut relire les textes fondateurs pour essayer non pas de forcer une approche des humanités numériques, mais plutôt de les lire à travers notre approche nous-mêmes et pour voir ce qu'on peut en tirer. Alors le premier Turing, je vais aller assez rapidement. Effectivement, il y a les deux articles fondateurs, mais je vais me concentrer ce matin sur le Computing Machinery and Intelligence de 1950, qui soi-disant a donné lieu à la fois à la machine intelligente et au Turing Test. J'avais travaillé dans un autre contexte sur l'imaginaire de l'intelligence, et il était frappant quand on relit ces textes qu'il n'utilise le mot intelligence que dans le titre. Autrement, il n'y a aucune mention ni de test ni d'intelligence. Ce qui l'intéresse, c'est complètement autre chose. Et surtout, quand on relit le texte aujourd'hui, on va trouver que la plus grande partie, après la description de la construction de la machine, ce sont des arguments théologiques, philosophiques, méthodologiques, cognitifs et psychologiques. Et là, il me semble, on a déjà un corpus qui est premier, qui est associé à la naissance, ce qu'on appelle la machine intelligente, qui pour nous peut nous permettre à la fois de comprendre l'évolution de l'informatique et ses déclinaisons dans les sciences humaines et sociales, et surtout pour retrouver une autre, pas origine, mais un point de départ pour ce qu'on peut faire avec l'informatique. Et ce que je vais retenir de Turing, ce sont peut-être trois éléments. Le premier, c'est le passage de la notion de calcul au calculable. Et je crois que c'est tout à fait important et aujourd'hui déterminant parce que ça modifie la notion de quantité qui devient une qualité parce qu'elle n'est plus exclusivement chiffrée, mais elle est introduite dans un contexte de ce qui est calculable, computational. C'est tout à fait très très intéressant parce que ça a un autre contexte. Et au-delà de là, ça nous permet de jouer sur un passage qui est très important et qui a souvent été négligé par les scientifiques qui ont lu les textes de Turing, et sur la dimension sociale de la machine apprenante qui est celle de Turing. Les deux dernières pages, il insiste énormément que la machine, tout d'abord, elle est plurielle, elle n'est pas au singulier, c'est computing machine et non pas computing machine, et au-delà de là, il va la comparer à un enfant. Et cette figure de l'enfance va revenir sans cesse, et je vais essayer de la tenir comme mon fil conducteur pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elle va nous permettre de retrouver une généalogie des rapports qui existent, pour aller rapidement, pour les littéraires, ça nous est très familier, entre les anciens et les modernes. Rappelons-nous que c'est le chancelier Bacon qui a contesté l'autorité des anciens en disant que ce ne sont pas nos parents, ce sont les enfants, parce qu'on est né après eux et on sait, on connaît ce qu'ils ont connu. Il faut inverser la temporalité, n'est-ce pas, des liens qu'on peut avoir avec les anciens. Et je crois dans la structuration de l'argumentation de Turing, on va retrouver le même modèle avec cette enfance qui a été articulée lors de toute la querelle des anciens et des modernes, et qu'on va retrouver chez Google, si ça vous intéresse, si vous utilisez toujours Google Scholar s'il survit, parce qu'on nous dit qu'il va disparaître bientôt. En bas de la page, ils ont le slogan qui est pour eux donné à Newton, Standing on the Shoulders of Giants. C'est une citation de Bacon dans le même contexte où il explique pourquoi il faut se détacher de cette autorité. Mais au-delà de là, ça introduit aussi l'idée de l'image, du visible, du regard, de la perspective même comme un déterminant. Et je crois qu'on a dans le texte de Turing quelque chose de tout à fait essentiel qui touche à ça. Le second élément chez Turing, sur lequel je vais revenir à la fin de mon intervention, c'est la construction du savoir par la validation éphémère et provisoire, qui aujourd'hui se traduit par la structure algorithmique elle-même. Si on regarde comment un algorithme fonctionne, c'est par des validations successives appelées ou nommées locales qui, une fois la validation a eu lieu, oublie et efface tous les résultats et toute l'opération précédente et avance vers une autre étape. Et c'est une manière de concevoir à la fois l'apprentissage et le savoir qui est devenue aujourd'hui déterminante, tout d'abord parce qu'elle est passée à une échelle tout à fait autre.
à la fois avec les données et avec la structuration des algorithmes dits naturels. On y reviendra. Et voilà, peut-être ça suffit pour Turing parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour von Neumann, je crois que c'est peut-être même plus intéressant, mais à la fin c'est plus difficile et pour moi c'est plus central. C'est le texte de ses dernières conférences qu'il n'a pas pu livrer à cause de sa maladie et son décès précoce et qui s'intitule en anglais The Computer and the Brain. Et c'est le texte qui a été utilisé le plus fréquemment pour justifier et légitimer la tournure cognitive et l'usage de la modélisation de l'ordinateur selon le cerveau. Il reste le texte paradigmatique. Mais à mon sens, on a également oublié de lire les deux dernières pages du texte de Turing, de von Neumann, où il dit quelque chose de tout à fait étonnant et qui pour moi est également assez révélateur parce qu'il met en question l'argument ou la justification ou même la légitimité de la dimension universelle de la logique et de la structure computationnelle et informationnelle. La conclusion du texte de Turing est la suivante. Il dit on peut voir dans le cerveau et la construction d'une machine à calcul à usage universel quelque chose qui peut nous rapprocher de la manière dont le cerveau pense et fonctionne. Mais il faut faire attention que les mathématiques qui pour nous représentent depuis Leibniz la langue universelle n'est pas nécessairement celle du cerveau. Et il donne un nom tout à fait intéressant, qui est toujours actif aujourd'hui. Il dit il faut penser les mathématiques comme un shortcode qui peut donner accès à des résultats similaires à ce qui se passe dans le cerveau, mais qui n'a rien à voir parce qu'on n'a aucun accès à la manière dont le cerveau fonctionne. Je crois que de là, on a un clivage tout à fait important qui a été oublié par à la fois la tournure cognitive et toutes les tribulations et les échos successifs de l'intelligence artificielle avant de justifier les aventures qu'on a connues tous. Alors pourquoi c'est important? Il me semble que c'est important pour plusieurs raisons. La première, il met en cause la régularité associée à la formule et surtout à l'incarnation de la machine. La machine n'est pas nécessairement comme une machine industrielle. Elle a été conçue, disons, depuis la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, on peut dire aujourd'hui, qui peut reproduire toujours la même chose avec une certaine tolérance d'erreur, mais qui est négligeable. Mais ici, la machine est construite et conçue selon une épistémologie de l'erreur. Je crois que c'est une grave méconnaissance de dire que la machine est incapable d'erreur quand on parle d'une machine informatique. C'est tout à fait le contraire. Elle apprend par l'erreur, elle construit le savoir par le provisoire de l'erreur. Et du coup, on a quelque chose qui déplace le modèle et qui nous permet également de se poser une question qui aujourd'hui, à mon avis, est tout à fait intéressante. Faut-il toujours parler de machine quand on parle d'informatique? Le mot, il est très fréquent, on l'utilise sans cesse, on parle interface homme-machine, alors que la machine n'a plus aucune présence corporelle. Elle est devenue incarnée dans une certaine forme de matérialité qui nous échappe à la fois dans sa visibilité et dans son accessibilité immédiate, sauf dans les interactions qu'on peut avoir avec elle. Et de là, peut-être faut-il passer à quelque chose au-delà avec les interfaces, mais ça posera un autre problème qui est associé à un certain privilège du visible et du visuel, qui est, malgré ses promesses et son importance, également assez problématique. Mais il me semble qu'on a quelque chose d'assez intéressant et qui touche un petit peu au statut sur lequel j'aimerais revenir juste à la fin avec les humanités numériques. Et finalement, avec von Neumann, on a la première formulation, mais elle a été faite en même temps avec Wiener, d'une distinction qui est importante entre les modèles statistiques et les modèles probabilistes. Et on a tendance à les confondre. Ce qui n'est pas évident, mais c'est tout à fait essentiel parce que l'un est déterministe et l'autre est dynamique et ouvert. Et effectivement, les algorithmes aujourd'hui, pour vous donner un exemple, l'algorithme soi-disant modifié de PageRank, si vous utilisez Google Instant et si vous acceptez de partager votre réseau social sur Google+, vous faites certaines requêtes de recherche, est plutôt statistique, dans le sens où il va exploiter le soi-disant vecteur social pour modifier sa notion de la pertinence pour vous donner des recommandations et modifier les résultats de recherche en fonction de cette vectorisation du social. Là, on voit un déplacement très très différent. Si vous voulez un exemple qui est probabiliste, ça va être plutôt du côté de Wolfram Alpha, qui va être dans une forme beaucoup plus complexe et beaucoup plus computationnelle, mais avec un accès à des données très très restreintes, qui n'est pas ouvert à une certaine forme de sociabilité. Et finalement, avec Wiener, je crois on a peut-être
deux éléments pour aller rapidement, puis après pour conclure sur les humanités numériques. Je crois qu'il faut le lire au-delà de la cybernétique et au-delà des héritages de la cybernétique, et surtout relire le second chapitre de la première édition de la cybernétique, où, rappelons-nous quand même, il avait fait une thèse en philosophie, comme en même temps une thèse en mathématiques. Et il était le premier à articuler d'une manière très, très explicite la mutation produite par la théorie de l'information et du feedback, en disant on est passé d'un monde où la régularité dominait la structure scientifique telle qu'elle a été conçue depuis Newton, vers un modèle qui est l'amnésien et qui est dynamique avec tout ce que ça peut impliquer. Mais ce qui m'intéresse peut-être pour aujourd'hui, surtout chez Wiener, c'est surtout un de ses derniers livres, God, Golem Incorporated. C'est un remarquable texte qui est disponible en ligne et où il essaie de penser les difficultés qui sont soulevées par les rapports anthropomorphiques avec la machine. Et sa thèse, qui est toujours aujourd'hui concrétisée par l'imaginaire hollywoodien, c'est qu'on est toujours coincé dans une vision monothéiste de la Genèse biblique, qui pense la création, qu'elle soit de l'intelligence artificielle ou de la machine apprenante et intelligente, selon le modèle du golem. Et du coup, on ne peut pas concevoir une machine qui n'est pas habitée par un désir de devenir humain. Et la question qui se dit, mais pourquoi une machine va-t-elle avoir ce désir de devenir comme nous? Sauf si nous, on pense selon le modèle de la création, de la chute, de la rivalité, et ainsi de suite. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'assez important, parce que ça touche également à la nature de la manière dont on peut percevoir la machine dans le sens large du terme, et aussi, il me semble que cette idée qu'on peut trouver chez Wiener peut aussi éclairer la manière, en tout cas dans le monde français, pas francophone, mais surtout français, on a pensé l'écrit numérique comme une défiguration de l'écrit qui est associé à la culture savante et livresque. C'est quelque chose qui est comme le golem, qui pose énormément de problèmes. Je crois qu'il y a beaucoup de textes sur lesquels on peut revenir. Et finalement, pour terminer, et je crois que c'est avec Wiener, il nous invite à penser quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, je crois, ce sont les liens entre l'autonomie de la machine, disons du code, et l'automatisation de la génération et l'autogénération du code. Comme on sait très bien, une grande partie du code est autogénérée aujourd'hui. Elle n'est pas écrite, produite par les humains. Et la question qui se pose, comment penser cette notion de l'autonomie? Revenons à l'étymologie autonomos. C'est quelque chose qu'on se donne des lois pour se gouverner. Comment penser du point de vue à la fois humain et autre dans ce contexte? Et il me semble, si on accepte de retourner vers ces textes premiers, on a peut-être quelques idées d'essayer de penser le statut des humanités numériques entre sciences, culture et numérique. Tout d'abord, il me semble, on est invité à réfléchir au-delà des origines et des histoires spécifiques de nos méthodologies et idéologies, ce que c'est que la raison computationnelle, non pas dans le sens strictement informatique, mais dans sa genèse, sa généalogie et sa déclinaison actuelle. Deuxième élément, il me semble, quels sont les effets des pratiques lettrées sur la production du code? Ici, on a un texte fondateur que malheureusement on lit très très peu, c'est celui de Donald Knuth, Literate Programming. Quand même, le titre est assez remarquable, par quelqu'un qui est l'auteur de 7 volumes d'algorithmes. Il a écrit les textes sur les algorithmes, et il a fait un très beau texte pour dire que le code est lettré, et il doit être lettré, et il essaie de donner une articulation. Il me semble, pour moi en tout cas, mais c'est mon point de vue complètement excentrique, au lieu d'argumenter, par exemple, il y a une phrase qui circule et qui est très intéressante, hack but not yak, qui est devenu un petit peu symbolique de certaines orientations des humanités numériques. Il me semble, par contre, il faut insister sur la dimension lettrée avec ces transformations, et je crois que c'est là où on a un défi pour essayer de la penser. Et finalement, je crois, il me reste 2 minutes, je crois 3 minutes, c'est aussi essayer de penser la structure algorithmique. Parce qu'aujourd'hui, l'algorithme est à la mode, on ne cesse d'en parler, mais quand même, on a une tradition à la fois en philosophie comme ailleurs qui a essayé de penser l'algorithme depuis très très tôt.
Rappelons que quand même, chez Merleau-Ponty, dans La prose du monde, il y a un chapitre de 80 pages qui est consacré à l'algorithme, et qu'on a carrément oublié qu'il avait même rédigé ce texte, et ainsi de suite. Je crois qu'il nous faut s'engager avec cette dimension algorithmique. Pourquoi c'est intéressant? Et là, je vais peut-être conclure, parce qu'il me semble, avec cette tournure, à la fois, elle peut être sémantique ou autre, de l'algorithme, et surtout avec l'émergence de l'association de l'algorithmique avec les moteurs de recommandation, on est en train de passer de paradigme qui était celui de la prévision et de la prédiction vers la prescription. Et la prescription se fait par des valorisations, que ce soit du social ou d'autres éléments qui peuvent être, entre guillemets, naturels ou sémantiques. Je crois que là, il faut questionner la structuration, la composition et la manière de fabriquer les validations et l'autorité associée à l'algorithme. Voilà, je vous remercie. J'ai